Je suis très contente de pouvoir vous présenter un petit peu une partie de mes recherches ce soir. L'objet de cette conférence, c'est d'essayer de vous présenter donc les mondes tziganes comme des mondes sociaux, culturels, économiques qui se déploient et se mêlent bien entendu à d'autres mondes pour former un tout. Et avant d'entrer un petit peu plus dans le sujet, je voulais préciser pour pas qu'il y ait de malentendus, que quand je parle de monde tzigane, l'idée c'est pas de dire qu'il y aurait un monde dans le monde, des sociétés qui seraient closes sur elles-mêmes, hermétiques au reste du monde, mais plutôt qu'on est face à des sociétés complexes en interaction permanente et depuis toujours d'ailleurs avec leur environnement. Et du coup, ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est de vous montrer ça un petit peu, de vous donner un aperçu en fait de ces interactions et de la façon dont ce monde se déploie dans notre monde et avec lui et sur le temps long. Peut-être que pour commencer, la première chose à faire, ce qui a été dit dans l'introduction, c'est de parler des questions de dénomination. C'est vrai qu'en fait, il existe plein de mots, et vous en connaissez plein sans aucun doute, des mots dont les définitions ne sont pas toujours claires et qui parfois facilitent les confusions. Donc aux côtés du terme tzigane, dont on a parlé jusqu'ici, gravite toute une galaxie de termes aux contours plus ou moins net. On parle de manouche, gitan, rom, sinté, bohémien, romanichel, gens du voyage, etc. La liste n'est pas exhaustive. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de commencer déjà par un premier, de poser quelques repères. Mais après, on va les faire bouger, mais déjà juste pour essayer de fixer certaines choses avant de complexifier le tout. D'abord, la première chose à avoir en tête, c'est qu'une partie de ces termes, ce sont des catégories administratives. Et c'est important de toujours différencier ces catégories administratives. Et vous les connaissez, c'est le terme de gens du voyage, qui est une catégorie administrative liée à la loi de 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Cette loi de 1969 et ce terme de gens du voyage est héritier d'une autre loi qui date de 1912. Là, je dis ça rapidement, mais je reviendrai dessus et j'expliquerai un peu plus en détail ce dont il s'agit. Mais cette loi de 1912, c'est une loi qui crée des catégories, la catégorie de marchands ambulants, de forains et celle de nomades. Et celle dont je vais parler surtout ce soir, c'est celle de nomade, et j'aurai l'occasion de la définir. Et cette catégorie a été abandonnée par l'administration française qui, à la place, lui a substitué celle de gens du voyage. Donc, nomades, gens du voyage, ce sont des catégories administratives. Et puis, deuxième point de repère, il y a les termes que les gens utilisent pour se désigner eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle les endonymes, la façon dont les gens se présentent. Et là, ce sont des termes comme gitan, manouche, rom, sinto, voyageur, des termes qui correspondent à des réalités anthropologiques, sociales, historiques, géographiques de groupes humains qui se différencient par les façons de faire, les façons de dire, par les trajectoires historiques, par les ancrages géographiques, par la langue aussi. Donc des trajectoires qui sont diverses, mais, et je vais y revenir, qui se croisent néanmoins. Mais ça, c'est la façon dont les gens se désignent. Et puis, troisième point de repère, c'est la façon, les termes qu'on utilise de l'extérieur pour désigner les autres. Des termes qui changent aussi en fonction des périodes historiques. Donc le terme tzigane, par exemple, c'est un terme qui fait partie de cette catégorie, qui est utilisé pour désigner les autres. Et on parle aussi de bohémien, un terme qu'on utilise moins aujourd'hui, mais qui a été utilisé jusqu'au XXe siècle. Et puis avant de parler de bohémien, à l'époque moderne, on parlait d'égyptien. Il y a aussi un terme au XXe siècle qui a été utilisé, c'est celui de romanichel. Donc ça, c'est des termes qui sont donnés de l'extérieur. Une fois qu'on a tracé ces premières distinctions, je suis désolée parce que je vais un peu brouiller les choses, mais en fait, il faut dire que les frontières entre ces trois types de termes, elles sont poreuses en fait, et qu'il y a des circulations d'une catégorie à une autre. Je m'explique. D'abord, les frontières entre les groupes, elles sont poreuses au gré des circulations des gens, au gré des alliances aussi, des alliances matrimoniales entre des familles qui peuvent se dire gitanes et deux familles qui se disent manouches ou roms, etc. Donc ça, c'est une première chose qui brouille un petit peu déjà les cartes. Les frontières, elles sont aussi poreuses entre les façons de se désigner soi-même et les façons dont on est catégorisé.
Je vous donne un exemple. En fait, la façon dont on est catégorisé de l'extérieur, le sentiment d'appartenance aussi qu'on a, la façon dont on peut se présenter aux autres, elle peut changer en fonction de la personne à laquelle on s'adresse, en fonction des périodes de la vie, en fonction du contexte, etc. Donc, on ne se désigne pas toujours soi-même de la même façon. Et là, c'est la même chose. Et puis, il y a des termes qui circulent à travers toutes ces catégories. C'est-à-dire qu'il y a des exonymes qui peuvent devenir des endonymes et inversement. Là aussi, j'explique. C'est-à-dire des termes qui sont donnés de l'extérieur, comme tzigane ou gens du voyage, qui peuvent parfois être appropriés et utilisés par les individus pour se présenter eux-mêmes. Et vraiment, il peut y avoir un vrai sentiment d'appartenance. Ou encore, inversement, des termes qui étaient des termes pour se désigner soi-même, qui deviennent des termes utilisés de l'extérieur. Par exemple, le mot romanichel, ça vient de la langue romanie, ça veut dire le peuple rome, romanichel. Donc, un terme qui, à l'origine, vient de la langue romanie, a ensuite été utilisé comme un terme parfois même péjoratif, qu'on n'utilise plus d'ailleurs aujourd'hui, de la même façon que les mots gitans ou manouches sont des termes qui sont vraiment une façon que les gens utilisent, enfin, les gens utilisent ce terme pour se désigner eux-mêmes, mais qui peuvent être utilisés de l'extérieur de façon péjorative. Ou le terme rom, qui veut dire homme en Roumanie, mais qui est utilisé parfois comme une catégorie d'action publique. Donc en fait, vous voyez que tous ces mots, une fois qu'on a ces repères qui sont importants pour avoir un petit peu, pour se repérer, voilà, tout bouge en fait, et c'est des recompositions permanentes. J'y reviendrai, mais qui sont liées finalement au fait d'être vu, désigné de l'extérieur et la façon dont on se présente soi-même. Tous ces groupes qui sont très différents sont souvent rassemblés sous cette étiquette tzigane. Un terme à partir duquel on a formé celui d'anti-tziganisme, sur lequel je vais revenir. Et je voulais juste faire une petite précision. En France, on utilise le terme tzigane facilement, sans qu'il fasse l'objet de trop de débats. C'est pas le cas dans d'autres pays. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, l'équivalent en anglais gypsy ou l'équivalent allemand zigeuner ne sont pas utilisés et sont considérés comme étant politiquement incorrects. En France, on n'a pas eu la même réflexion. Et donc, c'est un terme qu'on peut utiliser. Et je vais revenir ensuite sur cette question. Ce terme tzigane, il a donné lieu à un autre terme qui est celui d'anti-tziganisme, qu'on entend de plus en plus. Et c'est un terme qui est très récent. En fait, il a une vingtaine d'années. Je vous ai mis 2 références. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais la première fois, un des premiers ouvrages sur le sujet, c'est probablement celui de Wolfgang Wippermann, en allemand. Et puis, parmi les travaux qui existent sur la question, voilà, j'ai choisi de vous présenter un chapitre de Leonardo Piazzeri, un anthropologue italien, qui a écrit donc un chapitre dans cet ouvrage, Rome tzigane nomade, un malentendu européen, et qui a écrit aussi d'autres textes sur la question. Donc c'est un terme qui est assez récent, qui a une vingtaine d'années, mais malgré ça, qui en fait désigne un phénomène très ancien, qui s'est construit sur le temps long. Et une des particularités de l'anti-tziganisme, c'est qu'il vise une population dont il a dessiné les contours sur le temps long et dans un mouvement transnational. Et je vais vous expliquer les 3 parties de cette phrase. Dont il a lui-même dessiné les contours. Là, je m'appuie sur le travail justement de Leonardo Piazzeri, qui explique que finalement, pour combattre les tziganes, ce qui est le but de l'anti-tziganisme, il a fallu les créer. Il a fallu les inventer et construire une catégorie qui rassemblait des communautés très diverses sous un même nom. Donc cette idée d'une unité tzigane, selon laquelle il existerait un peuple homogène dans sa dispersion spatiale et les différences linguistiques et anthropologiques qu'on peut observer, c'est une construction savante, sociale, politique. Et effectivement, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer avec les images que vous avez là. Quand vous pensez à des gitans espagnols, des Roms d'Europe de l'Est, quel que soit le pays, des manouches français, ce sont des populations qui sont extrêmement diverses et pourtant qu'on désigne sous ce même terme de tzigane. Et d'où le fait que se pose la question de sa pertinence. Est-ce que c'est vraiment pertinent, en fait, de rassembler sous un même terme des populations qui ont des histoires très différentes, qui ont peut-être un socle linguistique commun, mais des façons de parler différentes, des façons de faire aussi très, très différentes.
Ma position est celle de ceux qui utilisent le terme tzigane, mais c'est quelque chose qui est en débat et dont on peut débattre, si vous le voulez, après cette conférence. C'est qu'il y a quand même une pertinence à penser, à utiliser ce terme-là. D'abord parce que même si ce sont des populations différentes, elles ont quand même des trajectoires croisées et un socle linguistique commun à travers le romanesque, mais aussi parce qu'elles ont fait l'objet de représentations, de discrimination et de mesures de persécution communes. Et à ce titre, il fait sens aussi de les considérer dans leur ensemble, parce que qu'on le veuille ou non, parce qu'elles ont été construites comme une population homogène à travers les travaux académiques, à travers les représentations, et je reviendrai sur la diversité des représentations qui existent. On les a considérées comme même une population homogène. Elles ont fait l'objet d'un traitement commun, et donc ça fait sens de penser en fait cet ensemble. Aujourd'hui, il y a un terme qui tend à s'imposer dans les discours politiques et médiatiques, c'est le terme de Rome, parfois au risque de confusion, parce qu'il est souvent utilisé pour désigner, enfin comme équivalent du terme tzigane, comme si c'était un petit peu le politiquement correct du terme tzigane. Et c'est vrai que la difficulté de cette généralisation du terme Rome, c'est qu'on gomme du coup toutes les différences, sans compter que ça fait aussi débat, puisque toutes les populations qu'on rassemble sous ce terme-là ne sont pas forcément d'accord avec ça. Sans trop rentrer dans les détails, je voulais juste vous restituer un petit peu le contexte intellectuel à l'échelle européenne des dernières décennies qui fait que le terme Rome tend à s'imposer dans les discours et qu'on a tendance à envisager ces populations très diverses de manière homogène. C'est dans un contexte de valorisation intellectuelle du droit des minorités, du cosmopolitisme, et aussi dans une volonté de mettre en avant les Tziganes comme une diaspora, comme un peuple européen qui, à ce titre, a droit à des droits particuliers, ce qui est tout à fait légitime. Le risque, en fait, de cette position-là, c'est la déterritorialisation de ces populations, c'est-à-dire qu'en disant que c'est une population européenne avant d'être ancrée localement, le risque, évidemment, c'est quand je dis déterritorialiser, c'est-à-dire leur enlever la légitimité de leur ancrage national et local, alors que ce sont des populations qui sont toutes présentes, ancrées, intégrées localement d'un point de vue social, économique, culturel, depuis des siècles. Puisque le début de l'arrivée des populations qu'on appelle tziganes en Europe, dans l'état actuel des recherches historiques, on peut le faire remonter au XIVe siècle, voire avant, et principalement dans la région, disons, de ce qui est aujourd'hui la Grèce, pour aller un peu vite. Mais donc c'est une population européenne qui a participé à la formation, en fait, des sociétés européennes depuis l'époque médiévale. Voilà un petit peu ce que je voulais vous préciser sur ces questions-là. Pour continuer sur ma définition en 3 temps, donc voilà, l'anti-tziganisme, une population dont il a dessiné les contours. Sur le temps long, c'est le fait qu'une des particularités de l'anti-tziganisme, c'est qu'elle s'appuie sur des représentations qui vraiment s'ancrent sur un temps très très long. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais on peut remonter en fait certaines représentations, certains motifs, certains stéréotypes à travers toute la production picturale, mais aussi musicale, littéraire. Et il y a des motifs comme ça qu'on retrouve depuis le XVIe, XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Je vais en développer notamment, mais avant de développer un exemple précis, je voulais préciser que, en fait, une des caractéristiques de l'anti-tziganisme, c'est toujours, et des représentations autour des tziganes, c'est toujours qu'il y a 2 facettes, une facette positive et une facette négative. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une sorte de jeu de miroir, une ambivalence permanente, et la carte postale que vous avez au milieu est représentative de ça, c'est pour ça que je l'ai mise. C'est une carte postale qui a été prise au jardin d'acclimatation à Paris en 1913, enfin la photo a été prise en 1913, et ce sont des Roms originaires de Russie qui figurent des Tcherkesses du Caucase et qui se donnent en représentation dans le cadre de ce qu'on appelle les zoos humains, si voilà, ça évoque quelque chose. Et donc
ce qui m'intéresse, c'est la photo, mais c'est surtout le commentaire qui est fait à l'encre violette, qui dit joli spectacle au zoo. Donc ils ont apprécié, puisque les visiteurs peuvent se promener au milieu des tentes pour les observer, vaquer à leurs occupations quotidiennes. Mais il y a aussi un spectacle de danse et de chant qui est donné chaque jour. Et donc très joli spectacle, très pittoresque, mais aussi très, très sale vue de près. Bon, je fais une traduction un peu littérale, c'est en anglais, mais et ce commentaire-là est tout à fait représentatif de l'ambivalence permanente des représentations autour des Tziganes. C'est présenté comme un peuple qui aimerait la musique. Donc c'est des choses qui, a priori, on se dit que c'est des représentations qui sont pas particulièrement négatives, mais c'est toujours doublé en fait de d'autres représentations beaucoup plus négatives, et notamment la figure de la diseuse de bonne aventure est tout à fait typique de cette ambivalence. La diseuse de bonne aventure qui fascine, qui fait l'objet d'énormément de tableaux. Là, je vous ai mis le tableau de Georges de la Tour, mais à le Caravage, c'est vraiment un motif de la peinture occidentale. Mais la diseuse de bonne aventure, elle dit l'avenir, elle fascine. Et en même temps, c'est toujours aussi la voleuse. C'est aussi la figure de l'escroc, en fait, la diseuse de bonne aventure. Sur le tableau de Georges de la Tour, vous avez cette femme qui dit la bonne aventure donc à l'homme qui tend sa main, mais vous avez en même temps les deux autres qui sont en train de lui faire les poches. Donc c'est toujours cette ambivalence-là des représentations qui est vraiment caractéristique de l'anti-tziganisme. Et ce qui est caractéristique aussi, c'est que même lorsque les faits contredisent les idées reçues, ces idées reçues continuent à s'enraciner profondément, parce qu'aussi elles sont issues d'un imaginaire de plusieurs siècles. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner. Un exemple le plus frappant, c'est celui de la question des vols d'enfants. La figure du bohémien, du tzigane qui kidnappe des enfants, c'est une figure qui est très ancienne, qu'on retrouve. Donc il y a quelques exemples, mais en fait, c'est vraiment quelques-uns parmi une foison d'exemples. Mais Cervantes, dans sa petite gitane en 1613, raconte l'histoire d'une petite fille qui a été enlevée par des gitans. 2 siècles plus tard, Victor Hugo et Esmeralda, elle a été élevée dès son plus jeune âge par des bohémiens. Et donc, dans la littérature, on retrouve cette image-là. Et au XIXe siècle, avec la presse, évidemment, ce motif de l'enlèvement d'enfants par des bohémiens va prendre une ampleur beaucoup plus importante et s'ancrer en fait dans l'inconscient collectif. Donc là, je vous ai mis un exemple du petit journal avec cette image saisissante, donc la roulotte en arrière-plan qui permet d'identifier qu'on parle bien de bohémiens, si on n'avait pas lu la légende en bas, et cette jeune fille qui est donc enlevée sur le bord du chemin. La presse est pleine de ces histoires comme ça, au 19e, au 20e siècle. Pour vous donner rapidement un exemple, mais que ça s'incarne un peu plus, j'ai travaillé sur un exemple en 1915 en Pennsylvanie. Il y a un petit garçon qui disparaît, et il se trouve que quand il disparaît, à proximité, il y a une fête foraine avec des Roms. Et donc, tout de suite, le FBI qui va s'occuper de l'affaire va soupçonner ces Roms d'être à l'origine de l'enlèvement. Et ils vont pas réussir à prouver ça sur le moment. Et pendant 7 années, ils vont suivre ces Roms qui voyagent à travers toute l'Amérique latine, jusqu'au Venezuela, dans les Caraïbes. Ils les suivent, ils les interrogent régulièrement, tellement ils sont persuadés que c'est eux qui ont enlevé ce petit garçon. Et quelques années plus tard, en 1923, donc 8 ans plus tard, en fait, on retrouve le corps du petit garçon qui s'était perdu. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a plein d'histoires comme ça. C'est un exemple parmi d'autres. Mais ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, on a toujours ces histoires de vol d'enfants qui sont réactivées. Je vous rappelle, si ça vous évoque quelque chose, mais en 2013, une petite fille est découverte dans un campement de Roms en Grèce, et elle est très blonde, et donc tout de suite, la police pense qu'elle a été enlevée, qu'elle peut pas être vraiment, enfin que ça peut pas être vraiment ses parents. Je développe pas l'histoire, mais voilà, au final, en fait, cette petite fille était blonde, juste, voilà, c'est des questions génétiques. En 2019, c'est ce que je vous ai mis là, il y a des rumeurs qui se répandent sur les réseaux sociaux, parce qu'après la presse, c'est les réseaux sociaux aussi qui donnent une ampleur accrue à ce genre de rumeurs. Donc une rumeur en région parisienne qui dit que des camionnettes blanches enlèvent des enfants, à tel point qu'il y a des expéditions punitives à l'encontre de Roms
Et en fait, le parquet de Bobigny, notamment, et de Paris, doivent faire un communiqué pour dire qu'il n'y a aucun enlèvement et aucune disparition d'enfants. Donc, c'est totalement infondé. Donc, ce qui est très fascinant, c'est vraiment de voir à quel point ces stéréotypes sont ancrés dans l'inconscient collectif et comment l'anti-tsiganisme vraiment prend racine dans un temps long et dans un inconscient collectif qui se nourrit de la peinture, de la littérature, comme ce que j'ai montré très rapidement, mais c'est vraiment tout un univers. Et puis la presse et les réseaux sociaux aujourd'hui qui donnent une caisse de résonance inédite à ce genre d'images. Enfin, la dernière partie de ma définition, c'était dans une dynamique transnationale, et c'est un élément important aussi à évoquer, c'est le fait que l'antitsiganisme, c'est une histoire qui n'est pas juste française, qui n'est pas européenne, mais qui est même mondiale, puisque c'est en fait une construction socioculturelle qui se réalise de manière différente en fonction des pays. Chaque pays, en fait, construit selon son histoire sa définition du tzigane et donc développe son antitsiganisme en fonction de références culturelles, sociales et d'une histoire différente. Mais au-delà des différences, ce qui est frappant, c'est qu'on observe que dans chaque contexte national spécifique, les mêmes motifs, les mêmes images circulent. Et on retrouve les mêmes choses à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale. La figure de la diseuse de Bonaventure, elle est mondiale en fait. Dans les années 20, vous avez dans des fêtes, des kermesses aux États-Unis, des diseuses de Bonaventure tziganes, vraies ou fausses d'ailleurs. Il y a aussi la question du déguisement, du travestissement. Mais vous les trouvez aussi à Sydney en Australie, à Johannesburg ou à Shanghai ou à Tokyo. Donc c'est des figures qui se sont vraiment diffusées dans le monde avec toujours, même s'il y a des adaptations en fonction des contextes nationaux, toujours cette ambivalence. Là, en l'occurrence, si on reprend l'exemple de la diseuse de Bonaventure, qui fascine parce qu'elle dit l'avenir, mais qui reste quand même une figure d'escroc. Donc il y a là les exemples que je vous ai mis, vous ne pouvez pas forcément lire, mais c'était juste, en fait, ce qu'on observe à l'échelle mondiale, c'est que la figure du tzigane se construit avant tout comme une figure d'indésirable, d'une population dont on ne veut pas sur le territoire. Et ces exemples-là viennent d'archives américaines et sud-africaines, de services d'immigration américains et sud-africains. Et pourquoi j'ai mis ces exemples-là, c'est pour introduire une dimension supplémentaire, c'est que l'antitsiganisme, c'est l'œuvre d'une multiplicité d'acteurs et c'est vraiment le croisement de tout ça. C'est les mondes artistiques, je l'ai évoqué, la presse bien sûr, qui contribue à la diffusion des idées reçues, mais aussi les discours politiques et les pratiques administratives qui participent à ce mouvement d'antitsiganisme, puisque en fait, consciemment ou pas, mais en donnant une réalité législative et réglementaire à l'antitsiganisme qui se traduit par des logiques de discrimination ou de rejet, qu'elles soient physiques ou symboliques, des mécanismes de gestion spatiale des populations à travers des processus de ségrégation, d'expulsion, et des logiques d'extermination et d'élimination. Et je reviendrai sur ces questions-là. Pour conclure sur cette partie de dénomination, peut-être juste, histoire que voilà, ça soit un peu clair, redire que, donc, vous l'avez compris, on ne peut pas proposer de cartographie précise des différents termes parce que les frontières sont poreuses et que les appartenances sont fluides et changeantes et en recomposition permanente, mais que peut-être pour essayer de ne pas perdre le fil dans tous ces termes et toutes ces catégories, essayer toujours de distinguer voilà, les catégories administratives, les termes qu'on utilise de l'extérieur et qui peuvent être péjoratifs ou pas, et l'autodésignation. Une fois ces questions de terminologie éclairées, ce que je voudrais vous proposer pour continuer ce soir, c'est un aperçu de la façon dont l'analyse historique peut éclairer les enjeux contemporains et aider à déconstruire toutes ces représentations, justement. Et je vais vous proposer de décentrer un peu le regard pour mieux comprendre ce qu'on a sous les yeux et d'essayer d'explorer trois représentations, trois idées reçues parmi les plus communément admises. Celles que les tziganes seraient
des personnes, enfin une population mobile par excellence, qui aurait une mobilité permanente. La deuxième chose, que ce serait des étrangers en grande majorité. Et le troisième élément, que c'est une population généralement sans ressources. Donc on va explorer ces trois représentations. Tout d'abord, la question de la mobilité permanente. Et je vais revenir sur la loi de 1912 que j'ai évoquée en introduction. Donc en 1912, la France met en place cette loi qui va surveiller et réglementer la circulation de ceux qu'on va appeler nomades. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est 3 catégories qui sont créées. Les marchands ambulants qui, eux, ont un domicile fixe, mais font des tournées en fait à partir de ce domicile. Les forains qui doivent être de nationalité foraine et qui ont une industrie foraine, donc en fait des revenus. Et puis les nomades, et les nomades, c'est quelle que soit la nationalité, ceux qui n'ont pas de domicile fixe et qui n'appartiennent à aucune, enfin qui ne sont pas forains, puisque marchand ambulant, vous avez un domicile. Cette loi, elle va mettre en place des documents d'identité spécifiques que vous avez là, qu'on retrouve aujourd'hui conservés dans les dépôts d'archives départementales, en partie en tout cas. Des documents d'identité spécifiques, puisqu'à partir de l'âge de 13 ans, tout nomade doit être enregistré et posséder son carnet anthropométrique d'identité. Donc là, vous avez un aperçu de ce que c'est. Ça ressemble à un petit livre où est indiqué l'état civil, qui met en œuvre aussi les méthodes d'identification de l'époque, notamment celles qui ont été mises au point par Bertillon, donc le portrait parlé, la photographie de face de profil, la position des empreintes digitales, voilà. Donc tout ça, l'objectif, c'est un objectif d'identification des personnes. Mais ces carnets n'ont pas comme seul objectif d'identifier les personnes, c'est aussi de pouvoir les surveiller et contrôler leur mobilité. Et ça, c'est donc vous voyez, quand on ouvre le carnet, la plus grande partie, ce sont les visas que vous voyez là, puisqu'à chaque fois qu'un individu pénètre sur le territoire d'une commune, il doit faire viser son carnet, et que généralement, au même moment, la commune appose le visa de départ, imposant par là même une durée de stationnement. J'ai pas le temps de rentrer plus dans les détails, mais il faut savoir que cette loi et cette disposition-là est héritière aussi de toute une histoire d'arrêtés municipaux qui sont pris à la fin du 19e siècle, qui visent à interdire le territoire d'une commune aux bohémiens ou nomades. Et donc là, c'est une façon de contrôler, mais aussi d'imposer une durée de stationnement très réduite. Ce qui est dans l'esprit de ceux qui vont donc faire cette loi, c'est que les nomades sont des gens qui circulent énormément, qui traversent les frontières, et l'objectif, c'est donc de pouvoir les contrôler, les surveiller, et éventuellement, par les contraintes très fortes qui sont faites, les amener à se sédentariser. Petite précision, cette catégorie de nomades, vous avez vu, c'est pas une catégorie qui désigne spécifiquement les tziganes, puisque c'est tous les individus, quelle que soit leur nationalité, qui n'ont pas de domicile fixe. Et effectivement, il y a des carnets anthropométriques de marchands chinois ou algériens, par exemple. Donc c'est une catégorie beaucoup plus large que la seule population dite tzigane. Il n'empêche que dans les débats préparatoires à la loi, cette population tzigane, elle est spécifiquement visée. Donc c'est aussi l'ambiguïté de cette catégorie qui vise spécifiquement les tziganes, mais qui englobe une population beaucoup plus large. À partir de ces pages de visa, en fait, on peut faire un travail cartographique que vous voyez là. Donc là, c'est sur une période de 2 ans, entre juillet 1921 et juillet 1923. J'ai comparé en fait 2 carnets anthropométriques de 2 individus. Et on voit que, contrairement à ce que les législateurs pensaient, et c'est pas 2 carnets qui sont des exceptions, c'est la majorité des carnets montrent ce type de mobilité. On est face à des mobilités très locales en fait, qui vraiment se situent dans des régions bien déterminées, soit autour de centres de gravité, ce qu'on a dans la première carte, soit le long d'axes, où en fait les déplacements sont faits ils se déplacent d'un point à un autre dans un sens, puis ensuite dans l'autre. Et quand on regarde les communes de stationnement, c'est encore plus criant de voir qu'elles sont finalement relativement réduites, parce qu'en fait, ils vont dans les communes où il y a des liens avec des commerçants, où ils sont connus de la population locale qui a recours à leurs services, puisque ce sont des artisans, des commerçants ambulants. Petite chose, j'essaie d'aller un peu vite peut-être.
Donc il y a le carnet anthropométrique, mais aussi un carnet collectif qui, va enregistrer toute la famille et qui oblige la famille à voyager ensemble. Donc quand on étudie 2 carnets anthropométriques, on n'étudie pas juste les déplacements de 2 personnes, mais les déplacements de 2 groupes familiaux, en fait. Et cette loi, elle a eu des conséquences très paradoxales, la loi de 1912. Elle a d'une part renforcé la cohésion des groupes familiaux en les obligeant à voyager ensemble. Vous ne pouviez même pas, par exemple, si une personne trouvait du travail à la journée, mais à 50 km ou même moins loin, mais la famille entière devait se déplacer. Vous ne pouvez pas partir tout seul pour aller travailler pour la journée, sous peine de devoir payer une amende en cas de contrôle. Donc il y a vraiment un renforcement de la cohésion du groupe familial. Il y a aussi un accroissement de la mobilité, puisqu'en fait, généralement, la mobilité, elle est réduite à 24 voire 48 heures, mais les communes accordent rarement plus. Donc ça oblige à une remise en mouvement permanente, pas forcément pour aller très loin, mais en tout cas, ça crée un déplacement important. Et du coup, ça va aussi soit accroître la mobilité, soit contraindre à la sédentarisation, parce que les contraintes étaient tellement fortes que certaines familles décident d'abandonner le mode de vie du voyage. Deuxième élément, donc ce qu'on voit, peut-être pour conclure quand même sur ça, c'est que contrairement à ce qui était dit, la mobilité de la majorité des familles considérées comme nomades, elle est vraiment très restreinte, très locale, circonscrite à... Et au-delà des carnets anthropométriques, les dossiers d'archives liés à la loi de 1912 montrent aussi les liens très forts que ces familles ont avec la population locale. Des liens économiques, mais pas seulement. Parfois des liens d'amitié, de solidarité, etc. Ce qui ne doit pas masquer la discrimination et les contraintes auxquelles ils font face quotidiennement. Mais il y a aussi cette dimension-là qui est moins mise en avant. Mais je pense que c'est important aussi de dire qu'ils n'étaient pas uniquement constamment rejetés de commune en commune, mais il y a aussi, par exemple, des maires ou des personnes de la population locale qui leur apportent de l'aide ou avec qui ils ont des liens forts. Deuxième idée reçue, ce seraient tous des étrangers. Et c'est vrai que quand on regarde au 19e, 20e siècle, on voit que jusqu'à aujourd'hui, que le regard se focalise principalement sur les tziganes étrangers, qui en fait sont une petite minorité, si on fait un petit saut dans le temps présent, ceux qu'on appelle les Roms migrants, qui viennent entre autres de Roumanie, de Bulgarie, et qui sont extrêmement visibles dans l'espace public parce qu'ils investissent, ils installent dans des bidonvilles ou des squats, etc. C'est d'un point de vue numérique une toute petite minorité et ce qui est tout à fait disproportionné par rapport à l'attention médiatique dont ils peuvent faire l'objet ou l'attention politique. Si on regarde un petit peu, si on prend un point de vue historique, on voit que déjà, par exemple, rien qu'à la fin du 19e siècle, il y a déjà cette disproportion entre l'attention médiatique dont ces groupes étrangers font l'objet par rapport au nombre qu'ils représentent. Un exemple frappant, c'est le recensement de 1895. En 1895, le 20 mars exactement, la France décide de recenser la totalité de ces bohémiens. Et donc, on demande à toutes les communes de faire remonter un état nominatif. Donc, vous avez l'exemple là qui vient des archives départementales du Cantal, somme d'informations sur les populations de bohémiens qui sont stationnées sur le territoire de la commune le 20 mars 1895. Tous les départements n'ont pas conservé les états nominatifs de ces recensements, mais certains l'ont. Et ce qu'on voit dans ces cas-là, alors que les directives étaient vraiment de rechercher, l'idée c'est qu'on allait trouver des bohémiens étrangers, et notamment c'est l'idée qu'il y aurait un chef résidant à Paris qui donnerait des missions. Il y a toujours cette idée d'espion, de monde un petit peu souterrain. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce sont majoritairement des familles françaises. Le petit tableau que je vous ai mis là, c'est un travail réalisé par Fanny Taillandier à partir des archives du Tarn. Et comme vous pouvez le voir, ce qu'elle montre, c'est que la majorité de ceux qui sont recensés sont français. Et aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de regarder le recensement qui a été fait dans la Vienne. Et pour l'arrondissement de Poitiers, j'ai relevé donc 129 individus recensés. Et sur ces 129, il y en a 9 qui sont étrangers, avec 5 Alsaciens, un Sud-Américain et 3 Espagnols. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt une population majoritairement française. Et pourtant, l'idée, c'est qu'on est face à des populations étrangères. Ce
qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, à la fin du 19e siècle, il y a un mouvement qu'on n'explique pas encore très bien historiquement, mais en tout cas, une circulation et des arrivées de plus en plus importantes de tziganes étrangers. De plus en plus importantes, ça reste numériquement relativement faible, mais en tout cas, il y a une visibilité accrue de ces groupes qui arrivent en Europe de l'Ouest, notamment par leur apparence vestimentaire, ce que vous pouvez voir à travers la gravure ici de l'illustration suisse. Et justement, ce groupe-là, qui est en Suisse en 1866, c'est un groupe qui va faire l'objet de milliers d'articles de presse à cette époque-là. Et rien qu'avec la presse, on peut les suivre, mais jour par jour, à travers tout leur périple, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en France. Il y a même Flaubert qui va avoir l'occasion d'observer une partie de ce groupe quand il est en Normandie, et il écrit à George Sand: je me suis pâmé il y a 8 jours devant un campement de bohémiens qui s'était établi à Rouen. Voilà la 3e fois que j'en vois, et toujours avec un nouveau plaisir. Et donc il y a une vraie curiosité de ces groupes qui sont très visibles et qui donnent aussi l'impression d'une sorte d'invasion. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, à partir des années 1860 jusqu'aux années 1900, il y a ces arrivées tout à fait nouvelles pour les habitants d'Europe de l'Ouest, de ces groupes, soit originaires d'Autriche-Hongrie, de Russie, soit, c'est le cas de ce groupe-là, plutôt originaire de l'Empire ottoman. Et là, l'exemple que je vous ai mis, c'est en 1886, des tziganes qui sont dits grecs, qui viennent donc de l'Empire ottoman, qui débarquent dans le centre de Londres et qui souhaitent se rendre en Amérique et qui vont pas pouvoir embarquer finalement pour le bateau prévu, qui vont circuler pendant 2 ans en Angleterre. Et là aussi, pendant même 18 mois, ils vont faire l'objet j'ai retrouvé plus d'un millier d'articles en fait les concernant. Dès qu'ils arrivent dans le moindre village, on évoque leur présence. Et ils arrivent aussi en Australie en 1898. Donc il y a ces groupes originaires des empires russes, austro-hongrois, ottomans, qui font des incursions de plus en plus remarquées, qui en fait s'inscrivent tout à fait dans un régime de mobilité et de migration européen de l'époque, dans le cadre aussi des migrations européennes vers les nouveaux mondes, vers les Amériques, l'Australie, entre autres. Donc ils s'inscrivent là-dedans, mais ils ont un régime de visibilité, une visibilité notamment liée à leur tenue vestimentaire qui est particulièrement forte. Et donc là, pour vous montrer un petit peu la gravure de tout à l'heure, et vous pouvez voir à droite une photo qui a été prise en 1913 d'un de ces groupes qui, lui, est arrivé en Europe occidentale vers 1900 et qui s'embarque pour le Canada en 1913. Et vous voyez les mêmes tenues qui fait qu'ils sont particulièrement visibles et donc donnent l'impression d'être particulièrement nombreux, ce qui n'est pas toujours le cas. Je vais peut-être repasser, voilà. Ensuite, autre préjugé, le fait qu'on serait face à des populations sans ressources. Et notamment, c'est lorsque ces populations sont mobiles qu'on a idée qu'elles sont qu'elles n'auraient pas de ressources. Et le fait de penser qu'elles sont sans ressources et sans spécialisation professionnelle, c'est aussi les stéréotypes et les idées reçues liées à la question du vol, de la mendicité, etc. Or, ce que l'on peut voir, quel que soit le type de groupe tzigane qu'on étudie, c'est qu'au contraire, il y a des ressources très importantes et notamment déjà un capital de mobilité, et ce, quel que soit le degré de mobilité. Alors, par capital de mobilité, qu'est-ce que j'entends? C'est bien sûr un capital financier, c'est-à-dire que pour circuler, vous êtes obligé d'avoir une certaine ressource financière, sinon vous pouvez pas bouger. Mais ce sont aussi des connaissances, des expériences relatives à la circulation, la maîtrise d'un réseau social au sein duquel circule l'information et la maîtrise de l'information. Et ça, on le voit à la fois chez les familles qui circulent en France au début du XXe siècle, que je vous ai montré à travers les carnets anthropométriques, des familles qui mobilisent ce capital-là pour justement construire des territoires de mobilité en s'adaptant à l'offre et à la demande. C'est la connaissance des foires et des marchés, la connaissance des commerçants locaux, de commerçants sédentaires chez qui ils font arriver leurs marchandises et avec qui ils travaillent finalement. Et donc c'est une façon de s'adapter aux opportunités, aux contraintes. Ce que montrent les carnets anthropométriques, c'est une très grande diversité de métiers. C'est une très grande richesse aussi de plein de petits métiers qui n'existent plus, mais d'artisans ambulants, de commerçants, d'artistes aussi.
et donc avec bien sûr des ressources variables, bien sûr, mais des ressources et surtout des métiers. Et puis de l'autre côté, pour aller un peu vite, parce qu'il y a plein d'autres cas qu'on pourrait évoquer, mais de l'autre côté de ce spectre, si je prends ces familles qui voyagent beaucoup, par exemple celle que vous avez là, comme cette famille qui s'embarque pour le Canada, là ce sont des familles qui ont des spécialités professionnelles très reconnues, notamment la chaudronnerie ou l'étamage. Il y en a certaines qui sont spécialisées, par exemple, pour redorer les objets du culte, donc qui travaillent pour des églises, notamment en Angleterre, enfin en Angleterre et surtout en Irlande, mais pas seulement. Mais en tout cas, qui ont qui sont reconnus. Et cette famille-là, je crois que je vous ai mis, voilà, vous les voyez, ils circulent en Europe. Des archives de Belgique, on les voit à Angers en 1909, à Liverpool en 1911, et à chaque fois qu'ils sont dans ces villes-là, ils sont très reconnus, et on a dans les archives des traces des contrats qu'ils peuvent avoir, des contrats particulièrement lucratifs avec des grandes institutions. Pour vous donner un exemple, parce qu'ils voyagent beaucoup, comme vous pouvez voir, et notamment ils sont aux États-Unis. Quand ils sont à Philadelphie en 1914, les services d'immigration qui faisaient une enquête sur eux ont gardé les contrats qu'ils avaient, et ils ont travaillé pour l'hôpital épiscopal de Philadelphie, des hôtels et des restaurants de New York, des universités. Princeton, par exemple, va les payer plus de $2000 pour la réparation de chaudrons en cuivre. Donc c'est intéressant de voir en fait tout le monde économique et les spécialisations professionnelles développées par ces différents groupes familiaux. Et avec les ressources financières, ce que j'ai évoqué rapidement, mais je voudrais juste revenir dessus, c'est la question de la circulation de l'information. Donc, c'est pas seulement un capital financier, c'est aussi un capital social, c'est-à-dire connaître des gens et savoir utiliser certains réseaux. La famille dont je vous ai parlé, qui est à Philadelphie, c'est ceux qui sont sur la photographie, donc à Liverpool, et ils vont entrer en contact avec une société savante, la Gypsy Lore Society, qui existe toujours aujourd'hui, qui est une société de savants spécialisés sur les tziganes. Et là, il va se passer quelque chose de vraiment intéressant. Ces savants anglais vont se retrouver face à ceux qu'ils étudiaient jusque-là uniquement à travers des livres et des comptes rendus d'autres savants. Donc, ils vont prendre des notes. Il y a une production documentaire incroyable autour de leur séjour en Angleterre entre 1911 et 1914. Mais de leur côté, ces familles roms vont les utiliser pour faire circuler l'information. Et notamment, à travers tout leur périple à travers le monde, ils envoient des lettres, ils envoient des télégrammes, ils envoient même parfois des messagers. Et les membres de la Gypsy Lore Society font un peu office de hub postal, c'est-à-dire qu'ils centralisent les informations et ils les redistribuent ensuite. Et l'autre exemple que je voulais évoquer, parce qu'il est assez incroyable, c'est une pharmacie de l'Arkansas, un couple de pharmaciens qui va devenir une sorte de poste tzigane pendant plusieurs années, dans les années 20 et 30. Les familles roms en Afrique du Sud, en Amérique latine, aux États-Unis, vont leur envoyer des lettres, des télégrammes, des informations, et eux, ils redistribuent tout. Ils ont une cartographie qui tienne à jour de là où sont les familles à travers le monde, et ils redistribuent les informations. Donc c'est l'importance d'un certain capital financier lié à des activités économiques et professionnelles reconnues, et aussi l'importance d'un capital social. Pour finir, pour conclure, bon, c'est un peu rapide, mais du coup, en essayant de déconstruire un petit peu ces trois préjugés sur la mobilité permanente, les étrangers et le fait de ne pas avoir de ressources, on a un aperçu un peu incomplet, mais qui vous montre la diversité de ces mondes tziganes et qui permet de déconstruire un dernier préjugé, et c'est ma conclusion, mais c'est cette opposition qu'on fait entre nomades et sédentaires. Voilà, une dernière déconstruction de catégories, puisque souvent, ce qu'on vient de dire, mais on pense les tziganes comme des nomades, et on les oppose en fait aux sédentaires. C'est-à-dire qu'on oppose les tziganes nomades au reste de la population qui est sédentaire, et ça demande à être remis en perspective. Aujourd'hui, on sait que rien qu'au XXe siècle, aux première moitié du XXe siècle, la société française est beaucoup plus mobile que ce qu'on a longtemps cru.
Et puis, surtout, on a tendance à oublier que ceux qu'on appelle tziganes ne sont pas tous mobiles, loin de là. Et il y a notamment des populations gitanes sédentaires dans des quartiers, que ce soit dans le sud de la France, mais aussi, il y a plein d'exemples, le quartier Saint-Jacques de Perpignan, quartier à Grenoble, en Alsace, à Toulouse, enfin, on pourrait multiplier tous les exemples, mais il y a encore très peu de recherches historiques sur le sujet. Et c'est vrai aussi que on voit que les chercheurs, on est aussi, on n'échappe pas en fait à ces jeux au fait de se focaliser sur certains sujets, sur certaines choses, notamment en l'occurrence sur la mobilité, et parfois de laisser un petit peu dans l'ombre d'autres aspects comme la sédentarité. Voilà, et je vais peut-être m'arrêter là parce que si vous avez des questions.